Salut. Tu me dis si tu m'entends bien, s'il te plaît, Corentin? Tu me dis si tu m'entends, s'il te plaît? Salut, salut. Faites-moi un petit signe si vous m'entendez, s'il vous plaît, en me mettant un petit commentaire. C'est bon, t'as le son. Ouais, vous m'entendez? Génial. Super. On attend encore 2 petites minutes et puis je vais démarrer. Ça me fait super plaisir que vous soyez là. C'est un peu le stress, mais ça va aller. Bon, allez, je vous propose qu'on démarre et puis ça fera venir les autres. Je me suis... Bonjour, merci de me rejoindre. Voilà, du coup, on va démarrer ce soir un live Instagram. C'est la première fois que je propose ça, donc j'espère que tout va fonctionner au niveau du son, de la vidéo. Merci Marine. Donc voilà, du coup, j'ai essayé de m'installer au mieux, j'ai viré toute ma famille. Et j'espère que voilà, on va passer 30-40 minutes ensemble sympathiques. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout ou s'il y a des personnes qui voulaient participer et qui ne peuvent pas, la vidéo elle sera dispo en replay sur mon profil, donc il n'y a pas de stress. Si vous avez des choses à faire, je comprends. Je vais essayer de pas trop gigoter. Voilà, du coup, en fait, je vais peut-être démarrer quand même par me présenter super rapidement, histoire quand même qu'on se dise qui me parle et pourquoi elle me parle de rédaction web. Donc, moi, je m'appelle Manon, je suis rédactrice web depuis 2 ans à mon compte. Officiellement, c'est 2 ans. Dans le métier, on va dire en bricolant et en me formant depuis plutôt 3 ans. Donc, je viens d'où? Ben, j'ai fait d'abord un master en communication dans le spectacle vivant. Et donc, du coup, à cette époque, j'ai appris pas mal de choses sur la communication print. Mais voilà, c'était en 2008 et on ne nous a pas du tout formés sur le digital. Donc, après ce master, en fait, j'ai travaillé pour des théâtres et des compagnies. Salut Eugénie. Et donc, du coup, dans cette première expérience, ben, il m'est arrivé en fait de mettre un peu les mains dans WordPress. Donc j'ai commencé un peu voilà, à savoir ce que c'est un site web, etc. Mais j'étais quand même vraiment très très loin de connaître le métier de rédactrice web. Et puis finalement, donc, en parallèle de ce statut d'intermittent qui n'était pas toujours super rentable, j'écrivais des histoires pour les enfants. Donc j'ai gagné des petits concours de nouvelles, voilà, mais rien de grandiose. Et du coup, c'était un peu mes deux passions, quoi. Et voilà. Et après, en fait, j'ai eu, pour des nécessités de famille, en gros, besoin de trouver un job un peu plus stable. Donc, je me suis lancée dans le concours pour devenir prof des écoles. Et j'ai été prof des écoles pendant 6 ans. Et ça s'est très mal fini. Ça s'est fini en burn-out en 2017. J'ai essayé en 2018 de retravailler et en fait, bon, c'était plus pour moi. J'étais pas dans une super école, c'était compliqué. Donc, du coup, moi, j'ai découvert la rédaction web quand j'étais en burn-out et très malade, sur mon canapé, un jour de désespoir absolu, en me disant, mais que vais-je faire? J'ai quand même 2 enfants, ça le fait pas. Et donc, du coup, j'ai passé un test sur Internet qui s'appelle le Ikigai. C'est une méthode japonaise qui permet un petit peu de se recentrer sur soi-même, de faire le point sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et puis d'aller un peu à la conquête du monde, quoi, de découvrir ce que le monde recherche comme talent et ce qui pourrait permettre de gagner sa vie. Et quand j'ai fait ce test, qui m'a pris plusieurs jours, parce que c'est pas un petit quiz de magazine,
C'est quand même une méthode de développement personnel. Je suis tombée sur ce métier, rédacteur web. Et donc, je me suis interrogée, comme vous êtes en train aujourd'hui de vous interroger, sur ce que c'était concrètement, moins concrètement, qu'est-ce que ça allait impliquer pour moi en tant que prof, au niveau de mon statut, etc. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les pieds dans des groupes Facebook dédiés à la rédaction web. Et j'ai posé toutes mes questions très naïvement, un peu à tout le monde. Et j'ai été vraiment, franchement, super soutenue, très encouragée, très bien conseillée par des rédacteurs expérimentés. Et donc, bah, c'est ce qu'aujourd'hui j'aimerais réussir à faire, c'est voilà, vous guider un petit peu dans vos questionnements parce que vous recherchez vous aussi à changer de métier. Là, je sais que ce soir, j'ai réuni quand même pas mal de profs malheureux. Et donc, c'est vrai que c'est quand même beaucoup à eux que je m'adresse, même si bien sûr tout le monde est le bienvenu. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai posé mes questions, on m'a parlé de tout un tas de formations et j'ai fait mes choix. Et du coup, bah, c'est de ça dont je vais vous parler. Si entre-temps il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez toujours bien? Tout se passe bien? Vous me faites un petit pouce ou un petit truc. Ah, super, Audrey, tu nous as rejoint, merci. Je t'ai noté en plus, hein, je vais parler de toi. Voilà, alors du coup, parlons un peu formation parce que vous m'avez tous posé des questions à ce sujet. Alors, je ne vais pas vous parler dans les détails des formations qui sont, que je n'ai pas faites, mais celles que j'ai faites. Donc, moi, au début, j'avais pas de budget particulier à mettre, j'avais vraiment pas trop de sous de côté, je gagnais pas trop ma vie et tout, donc du coup, c'était quand même un petit peu compliqué. J'ai cherché en fait d'abord à m'auto-former. Et je vous conseille de le faire, c'est super important parce que être entrepreneur, c'est être autonome, curieux, donc il faut aller chercher l'information. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre gratuitement en prenant sur votre temps. Après, c'est vrai qu'il faut connaître les sources fiables. Donc ça, je peux vous indiquer des sites et des personnes qui sont de référence dans le métier et qui vous apporteront de la vraie information, de l'information qui sera vraiment à jour et tout. Donc, mais vraiment, pensez d'abord auto-formation parce que vous êtes capable d'apprendre par vous-même tout un tas de choses et ça va vous faire une base en fait qui va vous donner confiance en vous et qui justement va vous permettre d'aborder vos formations de manière un petit peu plus sereine. Vous allez vous dire, bah, je connais ça, tout est un peu brouillon et le formateur, lui, son boulot, ça va être bien sûr d'entrer dans des détails, mais aussi de vous aider à organiser tout ce savoir-là. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à aller fouiller par vous-même. Euh, moi, j'ai commencé par le comptoir des rédacteurs. C'est une formation que j'ai suivie à distance. Ah, j'ai des notifications. Je l'ai suivie à distance. Comment ça se passe? En fait, vous vous inscrivez, ça coûte vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé 120 €, un truc comme ça. Et vous avez un formateur dédié. Donc, il y a une semaine où vous recevez un PDF avec un cours et un exercice à faire. Et vous avez donc une semaine pour le faire. Enfin, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, mais en gros, c'est le rythme prévu par l'organisme. Vous envoyez votre travail. Le formateur, il a besoin d'une semaine pour travailler dessus, faire vos corrections. Elles sont vraiment personnalisées. Vous recevez cette correction avec le nouveau cours et le nouvel exercice et vous renouvelez de semaine en semaine. Il se trouve que moi, comme tous les profs, je suis une très mauvaise élève et que j'ai beaucoup de mal en fait avec ce rythme-là parce que parfois mon rythme il va être beaucoup plus intense, j'ai besoin de travailler énormément et à l'époque quand j'ai démarré j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose puisque donc comme je l'ai dit au début j'étais en burn-out et j'avais besoin que ça avance, que j'ai des projets concrets, que je rentre dans le vif du sujet. Donc le rythme en fait m'a pas trop convenu. Ce qui fait que j'ai arrêté un peu en cours de route et surtout que je regardais les modules suivants et je me disais mais en fait j'ai déjà acquis ça je vois, ça c'est ok. Donc du coup j'ai dit bah c'est pas grave, je vais pas au bout. Mais vraiment je peux la recommander à ceux qui n'ont pas trop de budget et qui ont envie de quelque chose de personnalisé parce que c'est top, ça marche vraiment. Ils sont très bien. Et en fait moi une fois que j'ai fait ce début de formation,
J'ai fait comme beaucoup de rédacteurs, je me suis inscrite sur une plateforme, donc c'était Scriber, mais il y en a d'autres. Et j'ai commencé à faire des petits textes pour des clients en indirect, puisqu'on n'a pas de lien direct avec le client, c'est la plateforme qui gère. Super mal payé, hein, vous ne faites pas d'illusions, c'est super mal payé. Mais au moins, on se fait un peu les armes en pratique. Donc j'ai fait ça. Et puis, un peu plus tard, en fait, au bout de, je dirais, 2-3 mois, j'ai commencé à fortement m'intéresser au SEO. Donc j'ai dévié, en fait, de la formation de rédaction en me disant, bah, ça, je laisse, je pratique, je vais m'améliorer sur le terrain. Mais j'ai besoin d'entrer dans le métier de SEO. Salut Tina. Et donc, ouais, du coup, je me suis dit, allez, je me lance. C'est parti. Et en parallèle, il faut que je trouve une formation SEO de qualité. Donc, du coup, la formation SEO que j'ai trouvée, c'est celle de Mathieu Verne, qui est excellente, franchement. C'est plein de vidéos, de tutoriels, super bien fait et tout. Alors, c'est pas fait pour devenir consultant SEO, mais c'est quand même devenir un rédacteur qui fait autre chose, qui vend pas que de la rédaction. Donc c'est pas peut-être pour vous tout de suite, mais franchement c'est une formation que je recommande quand on a un bon niveau en rédaction et qu'on veut apporter plus à ses clients, monter en compétences, vendre des prestations complémentaires plus chères, c'est top. Voilà. Mais après, il existe vraiment. Enfin, moi, j'ai par exemple fait aussi la meilleure formation du monde. J'avais soutenu ce projet qui a été lancé par David Goss. Vous pouvez aller voir un peu. Après, j'ai pas trop accroché spécialement parce que c'est comme un très bon blog en fait. Il y a plein de bons contenus, mais c'est pas des exercices pratiques. Voilà, c'est pas très concret. Donc, si on a déjà le savoir théorique, c'est pas forcément super utile. Mais voilà, je sais qu'elle plaît aussi par ailleurs à d'autres personnes, donc je vais pas dénigrer du tout, c'est sûr. Et alors après, ben, j'entends parler de plein de formations et j'ai des rédacteurs autour de moi qui sont hyper doués dans ce qu'ils font, très très bien formés, et qui viennent par exemple de la formation d'Audrey Clabec, donc qui est là ce soir, avec sa formation Level Up. Et puis bien sûr aussi Lucie Rondelet, qui a sa réputation et qui a vraiment tout un lot de rédacteurs autour d'elle qui sont de grande qualité. Donc si vous avez déjà fait votre choix pour ces deux formations, franchement, foncez, vous allez vous éclater, ça va être super. Si vous hésitez, allez parler avec les formatrices. Franchement, elles sont très très ouvertes à la discussion. Lucie peut-être un peu moins dispo que Audrey, mais par contre, elle a toute une équipe autour d'elle. Donc l'information, vous l'aurez. Donc voilà, il y a tout un paysage. Dites-vous qu'il y en a pour tous les budgets, qu'il y en a qui sont finançables par le CPF, d'autres non. Et puis faites votre choix comme ça. Moi, vraiment, je recommande de parler avant avec le formateur parce que c'est un peu une question de personnalité aussi, quoi. Voilà. Et alors moi, de mon côté, je me lance dans un projet solidaire. Je vais former des Africains de différents pays, notamment du Bénin, qui vont monter ensuite des agences web sur place dans leur pays. Donc je vous invite à nous rejoindre avec mon ami Ludovic Bablon sur Facebook. On a un groupe qui s'appelle Maison d'écriture et du web en Afrique. Je vous ferai une invite si vous voulez. Et du coup, je me lance dans la formation un peu comme ça en freestyle puisque je vais les former et les coacher pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent vendre à leur tour des prestations en priorité à des clients africains. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Mais vous verrez, les maisons, c'est pas que ça, quoi. Il y a vraiment plein de choses. Donc, on va essayer je me concentre, je vais essayer de revenir à d'autres questions que vous m'avez posées. Donc, sur le volet formation, voilà un peu ce que je peux vous dire. Alors, concrètement, le métier, il y a des personnes qui m'ont dit « Ah non, mais je ne suis pas du tout intéressée par la rédaction web. Moi, je veux faire du copywriting. » Ah mais non, moi je ne suis pas du tout intéressée par la rédaction web. Ce que je veux faire, c'est du storytelling. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, tout ça, c'est de la rédaction web. La rédaction web, c'est un métier qui est super vaste et puis il a plein de facettes en fait. Donc, ça va dépendre de comment vous dessinez votre propre profil. Par exemple, moi, j'ai un profil un peu technique, technologique. Donc, le SEO, c'est clair et net que c'est ce qui m'a tout de suite attirée. Donc, c'est pour ça que je me fais appeler rédactrice web SEO. Voilà.
parce que c'est ma spécialité. Faire référencer des pages, en fait, des sites internet par tout un tas de moyens qui ne sont pas que la rédaction web. Mais par exemple, si vous vous spécialisez pour devenir copywriter, là, vous allez plutôt être en fait sur de la production de contenu web orienté vente, marketing. Donc, c'est plutôt sur comment je convertis les lecteurs en clients. Ou selon l'objectif, ça peut être un premier stade, voilà, en faire vraiment des ambassadeurs, des prospects. Vous allez à plusieurs échelles comme ça dans le cheminement en fait de la personne qui est intéressée par vos services. Mais l'objectif final, c'est vendre vos services, les services de votre client par votre texte. Donc là, ça va être vraiment de la rédaction web de conversion orientée marketing. Et ensuite, vous allez avoir effectivement le storytelling. Donc là, ça va être plus un travail sur les valeurs d'une marque, le message. Vous pouvez être même amené à créer des slogans. Voilà, ça va être vraiment un travail de grande qualité. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le profil de Camille Gillet, qui est vraiment une super personne et qui a une production magnifique. Et vous comprendrez vraiment bien ce domaine dont elle est la spécialiste. Enfin, la spécialiste, il y en a d'autres, mais c'est une spécialiste du storytelling. Ah, salut Marlène, tu nous as rejoints. Merci. Donc, vous voyez que la rédaction web, en fait, c'est un point de départ, mais qu'ensuite, il existe tout un tas de facettes. Par contre, c'est vrai que je ne vous cache pas que la plupart du temps, dans un premier temps, le temps de se faire un nom et tout, vous allez quand même plus facilement trouver des missions de rédaction web SEO, parce qu'en fait, ça couvre tout un tas de commandes possibles. On peut vous commander des petits textes pour remplir un site. Donc, c'est ce que moi j'appelle des commandes de remplissage. On ne vous demande pas une créativité folle, il faut ranker, donc faut positionner les pages, donc vous allez mettre des mots-clés un petit peu à gogo, voilà, sans en faire un texte indigeste. C'est vrai que ce n'est pas forcément les textes les plus naturels et tout. Mais après, vous allez avoir besoin de positionner une page d'accueil. Ça, c'est fondamental pour la réussite de votre client. Vous allez pouvoir positionner des pages services, par exemple hypnothérapeute telle ville, sur des mots-clés comme ça. Donc le SEO, il est super important, même dans une démarche commerciale sur Internet, parce que son travail, ça va être faire venir le trafic. Donc il va attirer le trafic parce que grâce à lui, les pages se placent en bonne position sur Internet, sur Google. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que ce trafic, il faut qu'il soit retenu par d'autres éléments, comme la qualité de votre site, le fait qu'il se charge vite, comme le fait que le message, votre internaute, il y est sensible, par le fait que la navigation soit fluide, etc. Le design, et donc et les fameux textes écrits plutôt en copywriting. Donc disons, le SEO, c'est vraiment le point de départ. Du coup, c'est quand même important de s'y former. Je ne pense pas qu'on puisse être rédacteur web en ignorant au moins les grands principes du SEO. Si c'est un truc qui vous intéresse, on pourra faire une vidéo aussi sur ça à l'occasion. Du coup, justement, qu'est-ce que c'est un peu le SEO, mais global? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut vous demander, en fait, comme mission? Et pourquoi c'est pas de la rédaction web? Donc, je reprends un peu mon souffle. Donc, en fait, moi, dans les missions de SEO concrètement que j'ai aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « c'est la catastrophe, mon site ne se positionne pas, je ne sais pas quoi en faire, aidez-moi ». Et moi, je vais aller par des outils dont je vais parler après, puisqu'on m'a posé la question. Par ces outils-là, en fait, je vais pouvoir aller analyser le site, même s'il y a aussi une méthode manuelle. Mais si on vous sort un site de 300 pages, c'est pas mal de pouvoir un petit peu le regarder dans un premier temps avec des outils. Et donc, je vais aller regarder ce qui se passe. Comment il est positionné, sur quels mots les internautes tapent. Et ensuite, lui proposer, par exemple, une étude de mots-clés dans laquelle je vais faire ressortir les termes les plus forts pour lui, les plus pertinents, et je vais lui livrer une sorte de tableau Excel. Ce tableau Excel, il peut déterminer ensuite l'arborescence de son site. Donc on va dire, cette page, on les regroupe, on en fait ci ou ça, on va créer une page comme ça. Donc il y a tout un tas après d'éléments stratégiques de discussion avec le client pour savoir ce qu'on fait de cet audit-là. Ça c'est vraiment une prestation SEO. Vous pouvez être rédacteur web sans avoir à fournir du tout ce type de travail-là.
Et puis le SEO, il est aussi là en bout de chaîne quand le site avec ses contenus est en ligne et qu'il faut regarder ce qui se passe. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les pages se positionnent? Est-ce qu'il y a des problèmes peut-être de compréhension par les robots de Google? Est-ce que ce site aurait besoin peut-être de compléments, comme par exemple un compte Pinterest ou des échanges de contenu pour obtenir des liens qui vont rediriger vers le site. Donc après, voilà, il y a une phase de veille et puis d'ajustement de la stratégie. Donc ça, c'est ça le SEO quand on ne parle pas de rédaction SEO. C'est ça, c'est hyper limitatif, mais c'est pour vous donner une vision un peu générale de la chose, quoi, du métier. Ça va, je suis claire. Je crois que j'ai un décalage avec le moment où je reçois vos commentaires, donc excusez-moi si je ne réagis pas même au bon moment. Ensuite, vous m'avez demandé à plusieurs reprises, mais est-ce qu'on peut vivre de la rédaction web? Et si oui, comment? Donc, je vous dis oui, on peut vivre de la rédaction web. Et comment? De plein de manières. Donc, ok, super. Donc, du coup, d'abord, est-ce que moi j'en vis? Pour vous donner un exemple, parce que c'était un peu aussi le but de cette proposition de live. Oui, j'en vis. J'en ai pas vécu tout de suite, mais j'en ai quand même vécu rapidement. Moi, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pendant, on va dire, donc 2-3 mois, j'ai travaillé sur les fameuses plateformes comme Scriber, mais il existe aussi Textbroker, etc., où j'étais payée des cacahuètes. Je passais 7 heures de ma vie à rédiger tous les jours pour vraiment gagner 3 francs 6 sous. C'était pas viable, c'est clair. J'aurais jamais eu le temps en fait de produire assez de textes pour en vivre. Et je pense pas qu'il y ait de personnes qui soient spécialisées des plateformes parce que les tarifs ne correspondent pas du tout en fait aux tarifs moyens français qu'on applique quand on est dans une relation client classique. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, j'ai commencé à avoir mes premiers clients en direct. Et ce n'étaient pas des entrepreneurs, c'était des agences. J'ai un ami de lycée qui m'a contacté, qui a l'agence Web Illico à Saint-Étienne. J'ai Céline Le Pêcheur, qui est ma plus grande collaboratrice de l'agence Célinica Web à Chartres. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on me fournissait... en fait, ces agences vendent des sites internet avec un package rédaction et me confiaient la rédaction. Donc, je travaillais pour les clients de cette agence. Là, ça a commencé à bien payer, même si ce n'est pas toujours faramineux parce qu'on s'adapte aussi aux clients. On soigne aussi l'image des agences, etc. Mais ça m'a permis de passer, on va dire, de 150-200 euros par mois à 400, puis à 800, puis à 1200 assez rapidement. On va dire sur 5-6 mois à peu près. Donc voilà, on va dire que j'avais fait le calcul que ma première année, quand je prenais les 12 chiffres d'affaires déclarés et que je les divisais donc par 12 pour homogénéiser, j'avais gagné à peu près 1300 euros de chiffre d'affaires. Donc ce chiffre d'affaires, il faut le pondérer puisqu'il y a des charges à déduire. Je vais vous donner un peu de détails sur ça ensuite. Mais c'était ce que je gagnais. Alors franchement, c'est moins que prof, mais je travaillais dans un contexte qui était tellement plus serein, j'allais tellement mieux que vraiment ça m'allait. Et puis je suis pas quelqu'un qui vit avec de très grands besoins, j'habite pas à Paris, je roule pas dans des voitures pas possibles, donc j'ai pas spécialement souffert en fait de cette chose-là. J'ai plein de notifications, j'ai oublié de les couper. Voilà, donc du coup, après, il a bien fallu quand même progresser, quoi. La deuxième année, c'était le défi. Là, elle va s'achever en septembre. Donc, comment faire? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques clients que j'ai eus avec ces agences qui ont beaucoup aimé travailler avec moi et qui ont commencé à me recommander. Il y a eu des personnes en local aussi qui m'ont recommandé. Donc, j'ai une clientèle locale maintenant dans le Vaucluse où je me situe. Mais j'ai aussi des clients dans différentes villes de France, notamment dans le centre de la France. Et c'est des personnes qui me recommandent à leur contact. Et du coup, j'ai commencé à produire énormément pour des clients en direct avec des tarifs vraiment beaucoup plus intéressants. Donc ça, clairement, c'est ce qui m'a vraiment fait augmenter à peu près de 500 à 600 euros mon chiffre d'affaires par mois assez vite sur le début de la deuxième année.
Mais là, le problème, c'est qu'on peut vite s'épuiser parce qu'en fait, on est tout le temps dans le nouveau projet et du coup, on est parfois ballotté dans différentes thématiques. Voilà, on travaille pour quelqu'un qui fait de la réparation de voitures, puis le lendemain un hypnothérapeute, puis je sais pas, le lendemain un restaurant. Et en fait, c'est quand même assez fatigant au plan psychologique, nerveux, parce que il faut être un peu au top partout. Donc du coup, ça, il y a plusieurs solutions. Quand on arrive à ce petit niveau-là, il faut faire des choix, c'est important. Tant pis, il faut accepter de refuser des clients et puis se recentrer. Donc ça peut être refuser des clients comme ça, surtout les projets qui nous pèsent parce qu'ils nous demandent beaucoup de rédaction, on n'y connaît rien dans le domaine en particulier. Moi par exemple, tout ce qui est finance, justice, je ne fais pas parce que j'y connais rien et puis j'ai pas le temps en fait de devenir experte en la matière quoi. Donc peut-être aussi un manque d'intérêt. Donc du coup voilà, il faut aussi un peu penser à tout ça. Donc moi, l'astuce que j'ai trouvée pour développer ma clientèle, c'est pas de la faire grossir en nombre, mais de la faire grossir en termes de prestations proposées. Donc la plupart des clients que j'ai, je les attrape, on va dire, je les attrape au moment où ils ont leur premier site internet. Premier, enfin c'est le début du site internet. Donc je leur vends le contenu qu'on met dessus avec toute la recherche de mots-clés, etc. Derrière, c'est comment on fait vivre le site. Donc on met des campagnes de liens en place, on fait des articles de blog, voilà, on monte par exemple un blog, super moyen de vendre du contenu régulier à son client. Et puis après, il a besoin de se faire connaître ailleurs que par le SEO sur Google, donc on lui indique le community management, on lui donne des prestations pour ses réseaux, de la rédaction de posts par exemple, d'infographie, etc. Donc des fois, on fait appel à des partenaires. Moi, par exemple, en graphisme, je suis vraiment une bille. Donc, je vais recommander des personnes. Mais ce qui est important, c'est de garder le client. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes son interlocuteur. Et en fait, vous allez devenir un peu son pilote. Vous allez lui dire, voilà, ton site, il est là. On va le faire décoller, décoller, décoller. Et on va le maintenir à un niveau qui est agréable pour toi. Des fois, ils n'ont pas des besoins dingues, en fait, les clients. Ils ont besoin peut-être de 10 clients, 15 nouveaux clients par mois, pas plus. Donc, on s'en fiche d'avoir un trafic de 5000 internautes par jour. Donc, on vise des objectifs qui sont raisonnables pour lui aussi, quoi. C'est, voilà, qu'il puisse tenir la cadence. C'est pas la peine qu'il se retrouve submergé non plus de demandes. Donc du coup, vous allez être aussi dans le conseil, dans la formation, vous allez pouvoir lui apprendre à faire ça tout seul et en échange, il va vous acheter telle autre prestation. Donc ça, c'est important de pouvoir faire des sortes de sandwich, en quelque sorte, des millefeuilles, si vous préférez, de formation. De prestation. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Alors du coup, c'est très bien, on vend des choses à nos clients, mais concrètement, comment on fait pour les avoir? Ah oui, peut-être avant qu'on parte, on était sur l'argent, je vais finir sur les fameuses charges, sinon après on va oublier. Donc vous avez les clients qui vous payent. Vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous faites la prestation de service, donc vous faites une facture, vous encaissez l'argent sur votre compte, très bien. Cet argent-là, vous allez payer des cotisations dessus. Dans un premier temps, vous allez payer à l'URSSAF les cotisations mensuelles. Il y a des paliers. Donc, si vous avez la chance, par exemple, de bénéficier de l'ACRE, qui est une aide au démarrage des entrepreneurs, vous allez avoir des taux assez faibles qui sont appliqués. Et ça va maintenant, je crois que ça a augmenté jusqu'à 22,5% de ce que vous avez gagné. Donc on parle de presque un quart des gains en fait. Donc on déduit l'URSSAF. Après, en fonction de votre situation personnelle, si vous êtes, selon le nombre de parts que vous avez au sein de votre foyer, vous allez être soumis plus ou moins à tel impôt sur le revenu. Enfin, vous allez être dans un certain seuil en fait d'impôt sur le revenu. Et du coup, en fonction de votre situation, prévoyez aussi que vous allez payer ces impôts-là. Ah, salut Fadoua. Fadoua, c'est une de mes clientes et je suis très contente que tu sois là. Donc, du coup, vous avez vos propres impôts sur le revenu qui s'ajoutent à l'URSSAF. C'est différent, c'est pas les mêmes choses.
Et ensuite, bah, vous avez des charges de fonctionnement comme n'importe quelle entreprise. Alors c'est vrai que vous en avez moins que celui qui a le gros entrepôt de stockage avec du matériel à vendre, à envoyer, etc. C'est clair. Mais vous en avez. Déjà, il vous faut un super bon ordinateur. Il vous faut un smartphone de qualité, peut-être pour vous prendre en photo, etc. Il vous faut voilà, un petit équipement déjà de base, évidemment, pour vendre la rédaction web. Il vous faut une super bonne connexion Internet parce que vous allez vous connecter sur des sites WordPress de vos clients. Il faut que ça tourne. Donc voilà, pour travailler, il faut aussi prévoir une bonne connexion Internet. Ça, c'est vraiment la base. Et je dirais, on peut travailler en rédaction web avec juste ça, pas de souci. Si maintenant vous voulez monter un peu en compétences, vous pouvez vous acheter des outils, des abonnements en fait. Alors par exemple, moi, je partage avec d'autres rédactrices, dont quelques personnes que j'ai vues là qui sont présentes ce soir, un abonnement sur le site 1.fr. C'est un site qui n'est pas miraculeux, enfin c'est pas un outil qui va faire le métier à votre place, mais il va être pas mal, notamment à vos débuts, pour tester l'optimisation de vos textes. Quand vous allez rédiger, vous allez le passer dedans en disant je ciblais tel mot-clé, voilà mon texte, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il va calculer un petit peu la fréquence en fait des mots-clés et tout, et il va être capable de vous dire bah, là vous avez un taux d'optimisation qui est trop faible par rapport à ce qu'il faudrait, donc allez renforcer un peu, et il vous suggère des mots-clés. Donc du coup, moi je le conseille, surtout que bon, chut, on n'a pas censé le partager, mais on peut, ça marche. Et franchement, ça vous revient à peu près à 5 euros par mois. Je crois si vous êtes 5 ou 6 dans le groupe, ça vaut vraiment ça vaut le coup. Donc ça, c'est une petite charge, mais il faut la compter. D'Instagram, de Canva pour vos visuels sur Instagram. Donc ça, c'est pareil. Maintenant, il y a des abonnements équipes. Vous pouvez vous réunir à plusieurs pour profiter d'un abonnement partagé. C'est pareil, vous pouvez réduire du coup le coût. Ça peut vous revenir à peu près à, je dirais, 30, 40 ou 50 euros l'année maximum. Donc ça paraît pas très cher, mais il faut en tenir compte, c'est important. Et alors moi, maintenant que je suis vraiment sur du SEO, je paye des outils plus chers d'analyse de site. Par exemple, j'ai un abonnement sur SEO Observer, qui est un outil français. Il récupère en partie les données SEMrush, qui est un outil américain équivalent. Ça me coûte un peu plus de 100 euros par mois, par exemple. Donc voilà, il faut y penser. Il y a des outils. Je pourrais vous faire peut-être un petit détail plus précis une prochaine fois des outils que j'utilise. Mais en gros, je dirais que bon, il faut compter entre 100 et 200 euros par mois d'outils. Parce qu'il y a des rédacteurs qui utilisent aussi des logiciels de correction comme Antidote. Alors moi, je n'utilise pas, mais sur des grosses commandes, quand on me dit, voilà, je veux 10 articles de 2000 mots, je paye en fait sur ce que me paye le client, je paye une correctrice qui est totalement neutre et ultra efficace. C'est toujours la même personne et c'est elle en fait qui va me relire, me corriger et c'est super important pour rendre un texte propre qu'on n'a pas forcément le temps de relire complètement, surtout comme je disais, c'est du gros volume. Et ça, ça peut chiffrer aussi, hein, mine de rien. Donc c'est des choses qu'il faut prévoir avant même finalement de fixer vos tarifs parce que du coup vous allez en tenir compte forcément pour que votre prestation reste rentable sans qu'elle soit excessive non plus pour le client. C'est quelque chose qu'il faut raisonner en fait au préalable et puis après ça roule tout seul. Donc ça c'était voilà, le petit point aussi sur les outils. Il y avait aussi, et ça sera le dernier point avant que j'aborde vraiment la prospection et le rôle que vous pouvez jouer en fait auprès de vos clients. Et je pense qu'après j'aurais fait le tour un petit peu, je vérifie, mais des questions que vous m'aviez... si, il y avait quand même deux petites questions qui sont arrivées ce soir, donc je vais les traiter aussi. Oui, au niveau du statut, donc la plupart des rédacteurs que je connais, en fait, ils sont en auto-entreprise. C'est un statut que vous créez en un clic. C'est vraiment facile à faire. Vous n'avez aucune charge tant que vous ne déclarez rien. Par contre, il faut déclarer. C'est-à-dire que tous les mois, même si votre chiffre d'affaires est à 0, vous déclarez 0. On vous dit, vous nous devez 0, c'est très bien. Mais du coup, c'est super parce que quand on démarre, on peut le créer tout de suite.
même si on n'a pas son premier client. Donc au moins, on est dans les starting blocks, on est prêt pour faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a des limites. Notamment, par exemple, vous ne pouvez pas embaucher. Donc si d'un coup votre activité elle explose, que vous avez besoin en fait d'aide sur des coups de rush comme par exemple le mois de décembre, c'est un mois terrible, et ben vous ne pouvez pas embaucher directement. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai des partenaires des collaborateurs en fait de confiance, et quand c'est des grosses commandes, ben, je vais dire à mon client qu'il aura 2 factures. Donc on va être 2 à faire le boulot. C'est très très souvent accepté. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous sentez que le client, c'est pas une personne qui aime trop la paperasse, multiplier les virements, il n'a pas de secrétaire, etc., vous pouvez peut-être négocier en fait avec ce partenaire qu'en échange du fait que vous lui ayez trouvé une commande, il applique un tarif légèrement plus bas et puis vous facturez le tout et vous lui reversez sa part. Mais sachez que vous allez payer des cotisations URSSAF et sur votre revenu sur la base de ce que vous a versé votre client. Et tant pis, ce que vous avez versé en fait aux collaborateurs, c'est perdu. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui, elles, font de la rédaction web en portage salarial. Je connais des personnes qui peuvent vraiment vous en parler avec beaucoup plus de précision que moi. Mais en gros, le principe, c'est que vous avez un organisme qui va délivrer pour vous les factures et qui du coup prend en compte, enfin je sais que sur ce principe-là, vous en fait vous êtes payé par cette société de portage et elle déduit de vos gains diverses choses super intéressantes, comme par exemple des cotisations retraite. Parce que ça, ben, vous n'y cotisez pas en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, donc il faut prévoir de votre côté la gestion de cet aspect-là. Donc le portage salarial, ça peut être vraiment une solution intéressante. Il y a des sociétés un peu partout en France, ça se trouve en local. Donc ceux qui sont intéressés, je peux vous mettre en contact avec une personne qui vit cette situation, même j'en connais 2. Voilà, je suis sûre qu'elles vous répondront avec plaisir sur ça. Et ensuite, on n'y pense pas, mais la rédaction web, ça peut aussi se faire en tant que salarié. Donc il y a des sociétés, ça peut être des agences web, mais ça peut être aussi des grosses entreprises qui veulent internaliser complètement leur système, leur service communication digitale. Elles ont leur propre community manager, elles ont leur propre rédacteur web. Ça arrive. Et alors là, si c'est plutôt ça qui vous intéresse, je vous conseille de vous rendre sur LinkedIn et il y a des annonces, des offres d'emploi. C'est plutôt sur ce réseau-là que vous trouverez vos clients. Voilà. Donc ça, c'était un peu la petite question sur le statut. Et alors après, oui, sur les 2 questions qui m'ont été posées récemment, on m'a demandé sur quel sujet on était amené à écrire. Ça, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais en gros, bah, sur tout. Parce que toute société qui a un site internet a besoin en fait de vendre ses services et va avoir besoin de contenu optimisé. Donc du coup, bah, ces personnes-là, bah, c'est variable. C'est-à-dire que ça peut être des artisans, plombiers, peintres en bâtiment, etc. Ça peut être aussi bah, des gens qui sont architectes ou en libéral. Bah, par exemple, Fadoua qui est présente, c'est ma cliente. Elle est secrétaire administrative, gestionnaire de paye, indépendante pour le compte de ses clients. Donc ça peut être des personnes, voilà, c'est très variable en fait. Vous avez tout un tas de choses, ça peut être des avocats. Moi là, je vais refaire le site internet d'un moulin à huile d'olive qui fait plutôt dans la gastronomie de ma région et puis le tourisme. J'ai déjà travaillé donc pour des restaurants, en local ou pas. J'ai déjà écrit aussi, alors ça j'ai vite arrêté, sur des solutions techniques sur le bâtiment. Donc ça c'était un peu dur parce que vraiment c'est un secteur que je connais pas trop. Donc je perdais beaucoup de temps dans mes recherches et puis j'embêtais beaucoup mes clients avec les questions, etc. Et voilà. Et moi j'ai beaucoup de clients qui sont dans la thérapie brève, le bien-être, le développement personnel. Non pas que je me sois volontairement spécialisée là, mais c'est par le bouche à oreille. Il se trouve que ben, c'était mes premiers clients, ils m'ont recommandé et ça fait effet boule de neige. Donc du coup, voilà. Après, il faut faire attention quand même, c'est de ne pas être non plus trop sur de la clientèle concurrente. Parce que surtout quand on fait du SEO, il y a un enjeu vraiment bah, commercial. Donc
Vous n'avez pas envie de mener une guerre de clochers entre deux clients qui font le même métier au même endroit, par exemple. Je vous le déconseille, ça serait terrible. Vous ne seriez pas très à l'aise, je pense. Voilà, donc la rédaction web, bah, c'est tous les sujets possibles. Il y a des personnes qui travaillent que sur du e-commerce, donc ça va être des produits, ça peut être de la cosmétique, du zéro déchet, ça c'est très tendance, voilà, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est très variable. Et on m'a demandé aussi si bah, on m'a dit, je suis super attirée par l'écriture littéraire, est-ce que je vais m'épanouir dans la rédaction web? Je dirais que oui et non. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la rédaction web, c'est pas de l'écriture littéraire. Donc si c'est ce que vous cherchez, non, vous ne serez pas heureux. Il faut penser peut-être à autre chose, travailler sur vos propres romans, par exemple. Mais c'est intéressant d'avoir des compétences en écriture littéraire pour produire de beaux textes, des textes qui vont être subtils. Vous allez montrer que vous avez de la... Merci. Vous avez montré que vous avez vos propres talents dans ce domaine, que vous maîtrisez la langue, donc vous pouvez créer des connivences entre le lecteur et puis le client par l'intermédiaire de vos propos. Donc c'est super utile, mais c'est pas du tout la même chose. Si vous avez en tête le modèle de la phrase de Marcel Proust qui fait 4 pages par exemple, c'est clair et net que c'est pas ce qui est attendu en rédaction web, puisqu'on conseille quand même des phrases qui font au maximum 20 mots, 15-17 mots c'est mieux. Voilà, donc vous allez mettre plus de concision, vous allez éviter les phrases inutiles, vous allez débarrasser votre écriture d'un certain nombre d'adjectifs, parce que le but, c'est pas de faire beau, c'est de dire des choses utiles aux personnes qui sont en train de prendre le temps de vous lire pour les conserver leur attention et les transformer en clients. Donc voilà, gardez bien ça en tête, c'est vrai que... et j'ai fait un post Instagram là-dessus. Il faut faire son petit deuil, parce que c'est vrai que souvent les rédacteurs web, c'est des gens qui adorent écrire, donc au départ c'est leur passion, quoi, c'est leur métier de cœur. Mais en fait non, la rédaction web, c'est pas tout à fait ça. Voilà, et alors du coup, pour terminer, justement, il y avait cet aspect de comment faire perdurer sa clientèle. J'ai déjà donné un peu des réponses dans le live, puisque je vous disais il faut les fidéliser. En faisant par exemple, en grossissant, moi c'est ce que j'ai fait en proposant des prestations variées. Je vais écrire des newsletters, je vais aller passer des coups de fil pour eux, prospecter pour eux, écrire des mails pour eux. Ça peut être je gère les réseaux sociaux à leur place, je fais de la modération, de la création de posts. Voilà, donc ça peut être aussi, alors pour certains clients j'ai aussi créé les sites web. Ça c'est parce que je me suis aussi formée à créer des WordPress, mais c'est pas ce que je vends particulièrement. Donc voilà, conserver un client, c'est aussi entendre son besoin, fixer de bons objectifs et puis mettre en place tout l'écosystème web pour pouvoir le faire grossir. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Mais je connais des gens qui ne vivent pas du tout comme ça, de leur métier, et qui y arrivent pourtant. Donc notamment, par exemple, je connais une rédactrice qui écrit du soir au matin. Elle fait que de la rédaction web, SEO, mais elle a que très peu de clients. Elle travaille pour des gros blogs, en fait, de journaux notamment. Et du coup, on lui achète un volume impressionnant de commandes tous les mois. Et elle rédige pour eux. Elle a de relations en fait qu'avec 4-5 clients pour lesquels elle fournit une sorte de prestation, des textes optimisés. Et par contre, voilà, elle sait que dès le début, son chiffre d'affaires du mois, il est fait. Après, il y a d'autres personnes qui, elles, vont se spécialiser. Donc, du coup, elles vont, par exemple, être rédactrices web orientées photographes, orientées thérapie bref, par exemple. Donc, selon leur centre d'intérêt, elles font ça. Alors, je dis elles parce qu'il y a plus de filles, donc désolé, messieurs. Le féminin l'emporte. Donc, quand en fait vous vous spécialisez, le grand avantage, c'est que du coup, vous savez de quoi vous parlez. C'est presque vous qui allez expliquer aux clients ce que vous allez mettre dans les contenus, parce que vous êtes experte dans le domaine. Vous êtes très autonome, on vous fait beaucoup plus confiance sur le contenu. Et puis du coup, vous rédigez vachement plus vite. Et ça, c'est un des secrets de la rentabilité. Je sais ce que j'ai à dire,
Voilà, la seule difficulté, ça va être de ne pas prendre des clients qui sont trop en concurrence les uns avec les autres. Voilà. Et puis vous allez surtout essayer de diversifier vos approches pour ne pas rédiger les mêmes textes auprès de tout le monde. Ça, voilà, c'est quand même la base de ne pas fournir le même type de prestation à chacun. Voilà, je crois que je regarde de loin mes petites notes. J'avais dû faire à peu près le tour des questions qui m'avaient été posées avant qu'on se rencontre. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent me poser des questions. C'est le moment. Sinon, après, je vous laisse. Je vais attendre quelques secondes. Je crois qu'il y a un petit décalage de timing. Sinon, dites-moi si ce live vous a intéressé, s'il a répondu aux questions que vous vous posiez sur le métier, si vous y voyez un petit peu plus clair. Merci Marine. J'ai pas été trop dans le détail pour les profs. Je sais qu'il y avait des questions un peu spécifiques. Donc ça, je peux entrer dans le détail éventuellement sur ça, mais je crois que j'avais répondu individuellement à chacun. Merci à vous, merci Corentin, merci Fadois. C'est chouette, hein, vous avez été 9 au pic du live, je suis super contente. Merci Audrey aussi. Du coup, je pense que je vais vous laisser. Et puis, ce que je vous propose, c'est que... merci, super Eugénie. C'est que vous fassiez passer le mot qu'il y a eu cette petite réunion. N'hésitez pas parce que ça va être en replay disponible sur mon site. Donc, sur mon site, sur mon compte Instagram. Donc, vous pouvez continuer d'aller... de propager le message à ceux qui s'interrogent sur ce métier, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va me demander, combien je vais gagner, qu'est-ce que je vais devoir payer. C'était ça, voilà, les questions un peu quel statut, où me former. Donc voilà, sachez que c'est un métier qui est en pleine expansion. Je le vois parce qu'il y a 2 ans, on n'était pas non plus si nombreux que ça à se poser des questions. Et aujourd'hui, il y a vraiment une grosse demande et c'est ce que je comprends parce que c'est un super métier. Vous travaillez de chez vous ou en nomade digital. Vous travaillez pour des clients que vous choisissez. Vous pouvez vous offrir ce luxe parce que c'est la clé en fait de votre succès. Si vous choisissez des clients avec qui vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir être serein dans votre métier. Vous allez pouvoir lui dire je suis désolée, j'ai un peu de retard mais je te fais ça. Vous allez avoir des clients qui vont vous dire franchement j'adore ton texte, merci, en quelques secondes après l'avoir reçu. Et ça c'est beaucoup de bien-être en fait qui va s'installer en vous. Et puis vous êtes autonome. Moi personnellement j'ai 2 enfants de 5 et bientôt 9. J'en profite 10 fois plus. Parce qu'on me disait tes profs tu les vois tout le temps, mais en fait non, tu fais jamais les sorties scolaires, tu travailles à 100% pendant les vacances scolaires pour préparer tes cours. Tout ça en fait c'est fini parce que vous pouvez organiser jour après jour une journée qui s'adapte à votre vie de famille. C'est le métier qui s'adapte à votre vie, c'est pas le contraire. Voilà. Donc on peut vraiment s'épanouir en rédaction web et du coup je vous encourage à continuer de creuser ce projet qui vous titille et je reste dispo bien sûr en message privé comme toujours. Je suis disponible si vous avez d'autres questions ou des questions plus personnelles, je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà. Du coup je vous dis à très bientôt, on fera peut-être des lives si vous avez envie, ce sera avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve chacun dans nos conversations personnelles. Oui, tout à fait, Eugénie. C'est clair, pour les enseignants, c'est un métier qui prend tous les mauvais côtés et qui les enlève, les éléments toxiques de l'enseignement, et puis qui conserve quand même d'autres choses comme la stimulation intellectuelle. Je pense que c'est des personnes qui aiment beaucoup ça. Le côté travailler seul, écrire, oui, c'est souvent Puis on aime aussi papoter entre nous, et c'est un métier où il y a beaucoup de collaboration. Donc oui, vous êtes beaucoup de profs à vous questionner, et c'est bien, parce que le bateau coule.
Voilà, du coup, bah, je vous dis à bientôt. Je n'ose pas trop déconnecter parce qu'on a un petit délai entre le moment où je parle et où je vous lis. Donc, du coup, je sais pas. On se dit à bientôt, voilà. Merci en tout cas, ça m'a touché que vous soyez présent pour ce petit live. Bon, je raccroche. Allez, je coupe. Je vous dis à bientôt.